Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets détrempés de la couche. Bienvenue à ce nouveau nostalgique en 2D et Technicolor sans huile de palme en audieuse description. Pour ce début de 8ème saison, je me suis dit que ce serait sympa de vous parler d'un chef-d'œuvre méconnu ou de vous faire découvrir une pépite injustement oubliée. Oui, ça serait vachement bien pour s'ambiancer. Et finalement, non. On va plutôt s'infliger une saga merdique. Ouh, on va s'éclater. Et oui, bande de petits fripons qui aimaient tirer de la jouissance de la souffrance, aujourd'hui, et suite à la demande des associations de sport et de blasphème d'outre-Atlantique, on va parler de l'époque de Speedé, revue lugienne tantôt aimée, tantôt délaissée, comme certaines grosses Géraldine que je me sens obligé de consoler par générosité humaine. Toujours cette classe dans ta prose, Bobby. J'ai acquis pour 15 boules ces deux albums péchus consacrés aux guerres secrètes. Alors oui, je t'entends derrière ton écran, tu es en train de te dire que c'est trop cher pour ce que ça vaut, et que tu ne vois pas pourquoi tu payerais cher quelque chose qui ne t'apporte pas du plaisir, mais je te rappelle, ma gueule, que quelque chose de cher n'est pas forcément avantageux pour ta vie. Tu nous donnes un exemple? Prends un enfant, c'est un investissement considérablement conséquent, et terriblement ingrat. Ouais, c'est pas faux. Ces albums sont sortis dans la collection de Marvel Comics, la collection de référence, titre pompeux s'il en est, et pas facile à placer dans une phrase décemment construite grammaticalement, et donc voici deux albums consacrés aux guerres secrètes. Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, hashtag je suis ironique. À la star de Claude François, tout le monde se souvient de cet électrochoc qui permit au magazine Speedé de survivre à sa longue et inéluctable décadence qu'il connaissait depuis ses débuts, et l'électrochoc dont je parle viendra de ces fameuses guerres secrètes, l'événement marvelien de 1984 qui arrivera durant l'été 1985 en France dans le Speedé numéro 66, que je vous exhibe ici de façon ostentatoire, avec une couverture qui avait de quoi vous provoquer une explosion dans le slip ou de vous mettre la Garonne en crue. J'aime bien aussi l'expression qui dit faire perler la rosée. Et regardez cette couverture, elle est signée Jean-Yves Mitton, et quand même, excusez du peu, inutile de dire que c'était pas de la merde. Lug publiait donc, moins d'un an après sa publication américaine, ce crossover de super-héros et de super-méchants, mais cela n'allait pas sans quelques problèmes de logique chronologique, car Lug avait parfois un gros retard de publication sur d'autres séries. Et c'est ainsi qu'on avait pu être perturbé en découvrant que les X-Men étaient composés d'une nouvelle équipe, ou même surpris par les nouveaux costumes des Fantastiques, sans parler de cet étonnement de découvrir un Hulk intelligent, ou même de voir Monica Rambeau porter le nom de Captain Marvel, telle une bonne sœur voulant faire sa place dans le porno. Après, j'ai rien contre les MILF. Le prétexte scénaristique de cette incroyable réunion était assez simple. Une entité extraterrestre, le Beyonder, avait téléporté un groupe de héros et un groupe de vilains sur une planète fabriquée à partir de morceaux d'autres astres, et il offrait aux futurs gagnants la possibilité d'exaucer leurs souhaits. Voilà qui nous promet de grands moments de drame humain. Cette idée permit à Luc de vendre Speedé à un grand nombre d'exemplaires, et la revue devint la revue du moment. Je sais, ça fait 2 fois revue dans une phrase, mais je vous emmerde. Les deux albums que j'ai trouvés regroupent les 12 épisodes de cette histoire, soit 2 x 6 pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui ont toujours eu des lacunes en maths. Le concept de crossover n'a rien d'original si on se penche, mais pas trop non plus, faites pas les cons, vous êtes âgés, sur le passé de l'histoire des comics. Et en particulier chez Marvel, qui avait déjà fait rencontrer des super-héros depuis de nombreuses années. On peut même faire remonter le premier crossover marvelien au Marvel Mystery Comics numéro 6, où la Torche Humaine affronte Namor. De même, dans les années 60, Stan Lee a beaucoup connecté ses personnages dans différentes histoires, que ce soit l'Araignée, les Fantastiques, les X-Men ou les Vengeurs. Le véritable crossover significatif fut l'ambitieuse saga de la guerre Kree-Skrull, écrit par Roy Thomas en 1971, et l'Avengers Defender War de Steve Englehart en 1973, que je vous montre là, en trade paperback, mais que je n'arrive pas à lire tellement c'est écrit en anglais. Ces deux grands récits sont ceux qui ont ouvert véritablement la voie aux grands récits complexes qui viendront par la suite. Bien évidemment, en 1982, tout le monde se souvient du tournoi des champions, vu en France dans le récit complet Marvel numéro 3, en août 1984, mettant en scène un grand nombre de héros dont 6 créés spécialement pour l'occasion. Vous vous en souvenez, je pense. Non. Des héros manipulés pour former deux équipes qui se mettront sur la gueule dans une compétition assez douteuse. Je ne m'étends pas sur le sujet comme je pourrais m'étendre sur ma Scarlett. Bah vas-y, dis à tout le monde que t'es mon sugar daddy. Vous aurez très prochainement une vidéo consacrée à ce récit. Et ouais ma gueule, je suis comme ça moi, quand je donne, je donne vraiment. Et ouais ma gueule. Il est donc généralement admis que le tournoi des champions est le premier grand crossover marvelien. Ce qui change avec les guerres secrètes,
c'est que le concept est poussé beaucoup plus loin que celui de son prédécesseur. Le tournoi des champions était une histoire distincte, alors que les guerres secrètes ont affecté quasiment toutes les séries de super-héros Marvel. Bon, on ne reviendra pas sur l'aspect merchandising de cette série, destinée à vendre des jouets. Si la série a été écrite par Jim Shooter, sacrifice de chacal, et illustrée en grande partie par Mike Zeck, aidé de Bob Layton, le côté mercantile ne nous a pas échappé. Tandis que DC avait vendu sa licence à Kenner pour en faire une ligne de jouets qui ont plutôt bien marché, Marvel n'arrivait pas à vendre ses produits. Il faut dire qu'un Superman était plus vendeur qu'une Dazzler, qui vendait à l'époque 2 fois plus de comics que Superman, mais bon, le Man of Steel était plus glamour si je puis m'exprimer ainsi. Car oui, même si Marvel vendait 4 fois plus de comics que DC, les produits proposés par la maison des idées aux vendeurs de jouets étaient moins attirants pour les constructeurs. Et c'est ainsi que Marvel va proposer cette histoire de réunion de super-héros et de super-vilains qui, au final, devient plus vendeuse et plus attractive. Idée réclamée depuis fort longtemps par le courrier des lecteurs. Mattel a soudainement été emballé, sentant les billets verts affluer par le concept putaclic qui lui était proposé. D'après une étude sérieuse faite à l'époque auprès des jeunes du MIT de Valenciennes, ces mêmes jeunes aimaient le terme secret et le mot guerre. Dire si c'est con un jeune. Ni une ni deux, les grosses têtes pensantes de Marvel ne se sont pas cassés le cul et ils ont créé les guerres secrètes des super-héros Marvel. Tu sens qu'il y a eu du génie au niveau du marketing. Scénarisé par le spécialiste de l'insulte basse et en dessous de la ceinture, j'ai nommé Jim fucking Shooter, dans la continuité de la chronologie Marvel, les guerres secrètes font disparaître les héros Marvel à la fin de leur épisode avant de réapparaître dans le suivant en expliquant qu'ils ont vécu une incroyable histoire de guerre secrète. Idée bien putaclic qui a fonctionné car tous les lecteurs voulaient en savoir plus et il n'y avait plus qu'à leur servir la soupe attendue avec ce crossover. Bien wesh le shooter. D'autant que la chose des Fantastiques n'était pas revenue, remplacée par He-Hulk dans le Fantastic Four 265, et surtout, pourquoi le costume de Spider-Man était devenu soudainement noir dans l'Amazing Spider-Man 252. De même, en l'absence des Vengeurs, Vision a pris la tête du groupe dans l'Avengers 243 avant d'établir une section du groupe sur la côte ouest dans The West Coast Avengers qui aura droit à sa propre série. Côté X-Men, Colossus revient des guerres secrètes et met fin à sa relation avec Kitty Pryde, car il n'éprouve plus de sentiments pour elle après avoir rencontré une femme aussi mignonne qu'un bébé lapin, ne plaçant pas l'argent au centre de leur relation, répondant au doux nom de Saji. Mais pour des commodités de langage, je l'appellerai Marie-Béatrice, parce que pourquoi pas. Magneto changera temporairement de comportement vis-à-vis des X-Men et sera moins suprémaciste, enfin durant quelques temps. Et pourquoi Spider-Woman avait un nouveau costume? C'est une très bonne question et je vous remercie de la poser, même si je ne vais pas y répondre. Et c'est en ça que les guerres secrètes se distinguent des précédents crossovers. Elles affectent la chronologie marvelienne et la vie de ses héros. La série est un succès et se vend aux alentours d'1 million d'exemplaires par mois, c'est-à-dire plus que les X-Men qui en vendaient environ 500 000 à l'époque, ou Spider-Man avec 250 000 à 300 000 exemplaires. La suite, on la connaît, en France, 12 des épisodes des Guerres Secrètes vont être publiés dans les Speedé 66 à 77, entre juillet 1985 et juin 1986, suivi d'une suite de 9 épisodes peu inspirés, comme son titre d'ailleurs, puisqu'elle est appelée Les Guerres Secrètes numéro 2. Oui, ils ne se sont pas fait chier. Bref, une suite qui raconte les mésaventures du Beyonder sur Terre à partir du Speedé 78 jusqu'au numéro 87. Les deux albums ont des couvertures de présentation mythiques avec le nouveau costume de Spider-Man ou la réunion de tous les héros sur le premier livre. Couverture modifiée au demeurant, pour ne pas dire au demeuré, par rapport au premier crayonné proposé par Mike Zeck, où on voyait Kitty Pryde qui a disparu de la couverture définitive, même si Loki, lui, fait partie de l'équipe sur la première page du numéro 1. Reed Richards et Thor ont aussi été dégagés comme des zadistes de la couverture définitive pour permettre de placer le logo sur la couverture, et Diablo a été ramené vers le centre afin d'inclure l'accroche. Pareil pour la couverture du numéro 4, où le premier crayonné de Bob Layton a été refusé, car il ressemblait trop à la position de Hulk sur la fameuse couverture de Steranko. Alors parler des guerres secrètes m'amène tout naturellement à un sentiment mitigé cochon d'Inde. Je suis partagé et surpris, comme devant un porno japonais, plus proche de Thalassa que d'une réelle excitation. Vous serez surpris de voir ce qu'on peut faire avec un poulpe. Même si j'ai un QI déficient, je suis porté ici non pas par une fascination débile pour les étrons, sinon j'écouterais du rap ou du Christophe Maé, ni même le moindre émoustillement pour des cosplays de madame déguisée en chatte, sinon j'irais en convention, mais plutôt par un élan de nostalgie qui me rappelle que mon petit cœur d'enfant fut conquis autrefois par le procédé mercantile de Marvel, puisque j'ai réussi à convaincre mes parents de m'acheter quelques figurines à l'époque que j'avais vues dans les pages des 3 Suisses que j'ai toujours redoutées. Oh, j'ai la rêve pour une fois. C'était juste avant que je regarde d'autres pages d'ailleurs,
hein. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Cherche pas, Bébou, c'est un truc de mec. J'ai déjà fait une vidéo sur les figurines guerre secrète, et je n'en reparlerai pas dans cette vidéo, mais il serait hypocrite de dire que je n'ai pas aimé à l'époque. Mais pour en revenir aux comics, j'ai relu plus tard ces histoires avec mes yeux d'adulte, et il faut bien reconnaître que ce que j'avais aimé à l'époque, lors de sa découverte, est en fait un étron scandaleux qui peut provoquer un AVC chez les moins tolérants d'entre vous. T'as l'impression que ceux qui ont réalisé cette saga l'ont faite pendant la pause déj. Les guerres secrètes, qui ont sauvé temporairement Speedy du déclin, sont en fait ce que Jean-Marc Lenné, je crois, a défini dans un blog comme des merdouilles sympathiques chères aux vieux cœurs de fans, mais à la qualité contestable. C'est joliment dit. Ah bah, c'est Jean-Marc Lenné quand même, hein. Pourtant, il y a de bonnes choses au milieu de tout ce caca. L'intensité du premier épisode, réalisé par Mike Zeck, est tout à fait lisible et convaincante. Il est encore en forme, le gazier, en illustrant un bon suspense voulu par le scénario, et c'est un départ prometteur qui vous promet de l'épique et collégramme. Pas besoin d'être bourré et ratatam pour dire que ça passe crème. Il est capable de faire prendre la mayonnaise avec cette réunion de super-héros, mais très vite le soufflet retombe avec plein de choses nulles, pour ne pas dire pourries, qui au final font oublier le bon premier épisode et les 3 derniers. Car oui, les 3 derniers épisodes sont assez bien, avec des résolutions en plusieurs temps qui font bien retomber l'histoire sur ses pieds. Fatalis est tout bonnement impérial, le genre qui marche d'un pas décidé, hein. Il est pas venu pour déconner le Fafa, hein. Ah ça non. Donc oui, il y a des bonnes choses, mais trop peu par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Les derniers épisodes palpitants ne font pas oublier les 9 autres avec des personnages aléatoires, tirés d'un chapeau véritablement au hasard, pour nous servir des bastons injustifiés, et même des sous-intrigues romantiques qui sortent de nulle part. Comme par exemple Magneto, hein, qui veut pécho la guêpe aux fessiers somptueux en lui montrant son gros dard. Ouais, ça sent le bug, hein. Comme le disait le bourdonnant Sting, plutôt piquant comme intrigue. Bref, Magneto semble vivre sa meilleure vie en se tapant une petite jeunette. Bien ouais, l'ancien, je suis fan. Le mec est envoyé sur une planète au cœur de l'espace, et la première chose qu'il veut faire, bien avant d'assurer sa survie, c'est de se taper une nénette plus jeune que lui. Beau gosse. Même si personnellement, je te dirais qu'aller dans un magasin de bricolage, c'est tout aussi efficace. Il a souvent été reproché à Shooter d'avoir retiré Mike Zeck de Captain America, où ce dernier était très à l'aise pour le forcer à réaliser à la va-vite une mini-série dans laquelle Shooter était en retard déjà. On salue tous nos amis de la SNCF au passage, grâce à qui j'ai raté ma correspondance pour Montpellier cet été. Ne changez rien les gars. On vous aime comme vous êtes. Bref, c'est de la bouse visuellement. Moi j'aime bien le mot arbouze. Dedans on entend le mot... On sait ce qu'on entend, Scarlett. C'est un petit frais rouge issu de l'arbousier. Non, mais t'as pas l'impression d'être un petit peu hors sujet là? À l'instar des L5, d'Alliance ou des G-Squad, Secret Wars n'est pas un bon produit, et cela malgré que ce n'est pas un produit chinois. Il est mal dégrossi comme une amie à moi, et réalisé dans des conditions déplorables, ce qui fait qu'il est même pénible à lire, c'est pas forcément un plaisir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais la nostalgie est là, l'adolescent avait été accro, et mes chères figurines restent des objets sacrés qu'aucun gosse dans la maison n'a le droit de toucher sous peine de défonçage de minois, à grand renfort de beefsteak à 5 branches. Ah ça, il aime pas quand on joue avec ses jouets, hein. Regardez-moi ce super bouffon et osez me dire qu'il n'est pas chouette avec sa cape et son aile flottante. Quel gamin normal n'aurait pas pu craquer devant cet objet capitaliste fabriqué par des petites enfantes en Asie du Sud-Est avec leurs petites mimines rongées par des produits chimiques. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Car oui, mesdames, messieurs, nous avions déjà dès notre adolescence assimilé que le consumérisme prouve un certain statut social. Mais ne jugez pas trop vite les enfants que vous avez été, car rappelez-vous que tous les gosses sont lents d'esprit. Sinon les petits Chinois auraient déjà formé un syndicat afin d'améliorer leurs conditions de travail. Oui, j'ai décidé d'être hilarant aujourd'hui. Mais plus que tout, vous, les vieux enfants qui regardez cette vidéo, investir dans les 2 albums que je vous présente ici a un intérêt primordial si vous voulez avoir du grand spectacle que Lug nous a retiré. Car je peux vous le dire, la méga baston finale de la saga a été massacrée par Lug, et je dis bien massacrée. Quand j'ai découvert ça dans ces albums, j'ai pris une claque en pleine face, comme quand un piaf se prend une vitre en pleine gueule. Ça en devient irrespectueux pour les lecteurs français. Lug a pratiqué la pire des vivisections sur le dernier épisode avec des coupes franches qui empêchent d'apprécier la baston entre Captain America et Fatalis. C'est nul, un peu comme le Brésil d'ailleurs. Une fois, moi je suis allé au Brésil et... Et on s'en fout Scarlett, hein. Ce charcutage du récit, c'est vraiment de la merde de la part de Lug qui a taillé dans le gras façon jambon d'York. Dans ces albums-là, la méga baston finale est enfin restituée, alors n'hésitez pas si vous voulez vraiment connaître cette fin épique qui avait vraiment de la gueule. Il y a toute une scène où Fatalis protège sa forteresse avec des monstres issus de nulle part, mais qui valent le détour. C'est vraiment épique et ça offre un sentiment de plaise. Regardez cette double page où Mike Zeck s'éclate en dessinant la charge des monstres qui malheureusement a été censurée par Lug. Bande de gougnafiers, polichinelles, punk à chien, zadistes de l'édition française. Franchement, Lug, vous m'avez toujours apporté un grand bonheur, et sans vous, je n'aurais jamais aimé les comics. Mais là, merde. Là, vous avez vraiment chié dans le ventilo.
Et arrêtez d'invoquer l'excuse de la censure catho-bolchevique et que Luke avait peur de voir ses revues disparaître comme Marvel ou Fantasque. Elle a bon dos la censure. Elle vous a jamais rien dit quand dans le Special Strange numéro 3, le Punisher explose le crâne d'un méchant ou quand des mecs chelous kidnappent une pauvre fille pour la violer, hein. Elle était où là, la censure, hein? Elle était où? Alors par pitié, arrêtez avec cette excuse, hein. Quand j'entends ça chez mes camarades geeks, j'ai toujours envie de leur enfoncer leur grosse tête d'intello dans leur fondement, qu'elles pourraient ressortir par leur bouche, créant un cercle infini, hein. Je te sens un petit peu hargneux. Non, Lug, vous avez été moche avec nous sur ce coup-là. Et vous savez quoi? Eh ben, j'arrive pas à être en colère contre vous. Je vous pardonne car je suis merciful. Je ne te savais pas aussi clément. Non mais en fait, je me suis calmé en allant taper boobs sur internet. Puis une fois l'hypothalamus apaisé, j'ai activé mon protocole de pardon en me disant que je n'allais pas refaire le match. C'est vrai que ça ne devait pas être facile à l'époque. Vous n'aviez pas les moyens de trouver d'autres subterfuges. Aujourd'hui, si tu en as une toute petite, hein, tu compenses en achetant un gros 4x4 ou en déversant anonymement ton fiel improductif derrière ton écran, mais à cette époque, c'était pas pareil. Alors, je pardonne à Luc. Si les guerres secrètes sont totalement dispensables dans votre curriculum vitae, il n'est recommandable que pour les vieux fans hardcore, parce que c'est moche, hein, fait à la va-vite, et seule la nostalgie vous poussera, comme le pigeon que je suis, à l'avoir dans votre bibliothèque. Sans être aveugle à tous ses défauts, l'effet Madeleine de Proust marche encore bien sur moi. Cracher dessus serait hypocrite et oublier que quand j'étais gamin et lecteur de Speedé, j'avais rarement vu ce genre de choses. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Cet arc était un émerveillement pour moi, surtout après le tournoi des champions qui m'avait donné le goût à ce genre de rencontre. Mauvais avec le recul, mais épique aux yeux du gosse. Faiblesse graphique, écrite avec le cul, avec souvent la mort des héros qui font un retour à la vie tarabiscotée. Oui, j'ai réussi à replacer ce mot. Shooter nous jette sa saga merdique comme une bouse à la figure. Paraît que c'est bon pour le teint. Donc oui, les guerres secrètes sont totalement dispensables, mais malgré tout, c'est une part de ma jeunesse que je ne peux pas enlever de ma bibliothèque de geek attardé. Voilà, mes chers farfadés, cette odieuse description est maintenant terminée. Je pensais au départ qu'elle serait aussi courte que l'espérance de vie d'un technicien à Tchernobyl en 1986, mais en fait, j'ai finalement eu de quoi déblatérer avec mon mauvais esprit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti à l'époque, entre ceux qui étaient trop grands pour jouer avec des figurines, et ceux qui ont été kidnappés par l'ivresse de la jeunesse. Bref, j'attends avec impatience vos commentaires courtois et gracieux, car ici on n'est pas sur Twitter, alors restez cool et buvez de l'eau. Laissez pause blow pour que le monde devienne plus beau chaque jour, et n'achetez pas chinois, c'est pourtant pas faute de vous le dire. Scarlett, merci pour ta participation non constructive. Ce fut un plaisir. Un dernier mot pour conclure? Pipistrelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire phare. Ok, et ben sur ce, c'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. Ciao les geeks! Je sais où tu te caches. Non, Abdelrahman Dafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Mais ferme-la, j'essaie de faire passer l'OPSP. 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 On s'amuse là. On s'amuse.